Bonjour à tous et merci d'être présent à cette réunion d'information sur la Tanzanie et particulièrement notre voyage A245. Désormais, on fait ça pour tous les voyages qui sont sûrs de partir chez Explorateur, toutes les destinations qui sont ouvertes. On le fera dans quelques jours pour la Namibie, on l'a fait la semaine dernière pour la Guinée-Bissau. Il y a en effet peu de destinations qui sont ouvertes aux touristes et aux Français en particulier. Donc, quand c'est le cas, on en profite. Et là, la Tanzanie est ouverte aux touristes. Alors, pour cette réunion, on est 3 participants, en plus de vous tous. Donc, il y a Muriel Doriac, qui s'occupe de la production chez Explorateur et notamment de la Tanzanie. Et il y a Gary qui dirige l'équipe qui est sur place en Tanzanie et qui vous accueillera si vous êtes amené à y voyager. Donc voilà, et moi je me suis pas présenté, c'est vrai, je m'appelle Kevin, certains me connaissent, je suis à la vente chez Explorator et aussi à la production, mais moi plus sur l'Amérique du Sud. Et actuellement, l'Amérique du Sud, il n'y a pas beaucoup de voyages. Donc c'est l'occasion de parler de la Tanzanie. Muriel va commencer par nous faire un aperçu global du pays. Donc Muriel, c'est à toi. Je te laisse nous parler de la Tanzanie et ensuite je reprendrai la main pour passer la parole à Gary. Très bien, bonjour à tous. Merci d'être présents. Donc, je vais mettre mon petit PowerPoint pour vous présenter en fait de façon générale le pays, pour que vous ayez une petite idée du pays. Commençons par la présentation physique. La Tanzanie est située en Afrique de l'Est, bien évidemment, bordée par l'océan Indien, que vous pouvez voir sur la carte, et partage une frontière commune avec le Kenya au nord, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la République démocratique du Congo, la Zambie, le Malawi et le Mozambique. Sa superficie représente 1,5 fois celle de la France pour 58 millions d'habitants. Dodoma, que vous voyez dans le centre du pays, est la capitale administrative. Mais Dar es Salaam, qui est sur la côte et que vous ne voyez pas si vous avez les petites vignettes qui s'affichent, mais Dar es Salaam est donc le poumon économique du pays. Le pays abrite quelques grands lacs africains, le Tanganyika à l'ouest, le plus long que vous voyez à l'ouest, le lac Victoria au nord, le Malawi donc au sud, également le lac Eyasi, le lac Natron, et il y en a d'autres. Son centre est occupé par un plateau avec de faible altitude, environ 1000 mètres d'altitude, et sa façade maritime fait face à l'archipel de Zanzibar. Le pays compte plusieurs volcans, dont un seul est en activité dans le nord. Au sud du lac Natron, c'est le Old Douanio Langay, je ne sais pas si je prononce bien, et le plus célèbre, bien évidemment, un peu plus sur la droite et dans le nord, c'est le Kilimandjaro, qui est donc le plus haut sommet d'Afrique avec ses 5892 mètres. Un tiers du territoire est couvert par 22 parcs nationaux. Les plus connus que vous voyez sur la carte qui est donc présentée sont situés au nord. Ces parcs sont de vastes zones protégées qui abritent une faune sauvage qui fait de la Tanzanie l'une des plus grandes réserves au monde. Donc je vais vous présenter assez rapidement en fait chaque région. On va parler d'abord de Dar es Salaam et du littoral. Dar es Salaam, c'est un petit village de pêcheurs qui est devenu une métropole cosmopolite, fourmillante de vie, le cœur économique en fait du pays grâce au commerce. Et le littoral est surtout bordé de plages, de très belles plages de sable blanc, entourées de palmiers et d'eau turquoise. Mais il y a quand même quelques points intéressants, même sur la côte. La ville de Kilwa, qui se trouve sur l'île de Kilwa Kisiwani, qui est à peu près à 300 km au sud de Dar es Salaam, qui était une place forte au XVIe siècle et qui faisait commerce de l'or, des perles et des parfums. Le complexe urbain en fait est bâti en calcaire corallien, ce qui fait que le grand globe-trotteur du XIVe siècle, Ibn Battuta, l'a mentionnait comme l'une des plus belles villes au monde. L'île proche de Sangomnara conserve également de beaux vestiges. On peut également citer Bagamoyo, qui est à 60 km au nord de Dar es Salaam,
qui fut un grand port de commerce de l'ivoire et des esclaves. Et il y a d'ailleurs une mission catholique qui abrite un musée qui retrace l'histoire en fait, de cette traite. Et au sud de Bagamoyo, à quelques kilomètres, on peut voir deux belles mosquées, l'une du XIIIe, l'autre du XVe siècle, et également tout proche les tombeaux de Kaolé, dont certains d'inspiration Shirazi, qui attestent de la présence des Perses dans la région entre le XIIIe et le XVe siècle. Voilà donc pour la partie littorale. Le centre, c'est une région très peu touristique, du fait de son climat semi-aride et des routes peu praticables. Mais c'est quand même le berceau de certains peuples et on peut y découvrir, entre autres, les énigmatiques peintures rupestres de Kolo Kondoa, dont vous avez 3 exemples en bas. Le centre, c'est aussi l'endroit où on peut trouver les mines d'or et de diamants, et également où se trouve la ville de Dodoma, donc la capitale. Donc vous voyez une photo en haut à droite. Passons au nord et ses parcs, là, évidemment la région la plus touristique, et c'est incontournable avec le lac Victoria, le parc du Serengeti, le cratère du Ngorongoro, là, et évidemment le Kilimandjaro. Donc là, vous avez quelques illustrations, quelques images. Le Kilimandjaro en haut à droite, une image du Serengeti en bas à droite, et une image du Ngorongoro à gauche. C'est également la région où on peut trouver le peuple Maasai. Les plateaux du Sud, les hauts plateaux du Sud, en fait, c'est une région un peu hors des sentiers battus. Tout à l'heure, Gary, dans sa présentation, vous en parlera un petit peu plus, puisque c'est la région où nous concentrons les points de notre voyage A245. On y trouve donc les parcs de Mikumi, de Rua et du Selous. Il y a également des plages, les plages de Mtawara, et le parc marin de la baie de Mnazi. Et quelques photos pour illustrer mon propos. L'ouest, là, c'est la région la plus sauvage, destination idéale pour voir les chimpanzés et découvrir le lac Tanganyika. Et on y trouve également des parcs nationaux comme le Gombe, celui des Monts Mahal et le parc de Katavi. Et nous arrivons à l'archipel de Zanzibar, qui est une province semi-autonome constituée de 3 îles. L'île d'Unguja, sur laquelle se trouve la ville de Zanzibar, Pemba au nord et Mafia au sud. Bon, ce sont des lieux de détente avec de belles plages, avec une eau comprise entre 26 et 29 degrés. La ville de Zanzibar, quant à elle, a un cœur historique qui s'appelle Stone Town et qui a une architecture heureusement préservée. Mais Gary vous en parlera un petit peu tout à l'heure également. Et au sud de l'île, on peut aller admirer les dauphins à bosse à Kizimkazi, pardon. Voilà, donc là, pour la présentation des quelques régions. Maintenant, passons un petit peu à quelques dates pour fixer un peu les choses également. 1,7 million d'années apparaissent les premiers hommes, dont la présence est attestée, excusez-moi, dans les gorges d'Olduvai, qui se trouvent au nord du pays, au Ngorongoro, mais aussi dans le centre du pays, à Similia, et dans la région de Kondoa-Irangi, où se trouvent beaucoup d'abris sous roches qui conservent de très belles peintures rupestres. Ensuite, à partir du Xe siècle, ce sont les Arabes qui s'installent en Afrique de l'Est, où ils fondent des comptoirs commerciaux qui seront actifs jusqu'au Moyen-Âge, avec le monde arabo-persan et l'Indonésie et la Chine. Avant l'ère des grandes découvertes et le début de la colonisation, les tribus partagent le territoire. À partir du XVe siècle, fin XVe siècle, en fait, l'explorateur portugais Vasco de Gama est le premier Européen à poser le pied sur les côtes de Tanzanie. 8 ans après, les Portugais contrôlent la majeure partie de l'Afrique de l'Est. Et environ 93 ans plus tard, ce sont les Omanais qui chassent les Portugais de Zanzibar. Fin 19e siècle, c'est la Grande-Bretagne qui rentre en jeu, qui impose l'abolition du commerce des esclaves au sultanat de Zanzibar, au sultan de Zanzibar, pardon. 1886, l'Allemagne et la Grande-Bretagne se partagent le Tanganyika et Zanzibar, et cette dernière devient protectorat britannique.
en 1919, la Grande-Bretagne hérite de l'administration du Tanganyika après la dissolution de l'empire colonial allemand. Et enfin, les années 1960 apportent de grands changements puisque l'indépendance du Tanganyika vis-à-vis de la Grande-Bretagne est proclamée en 1961. 1963, c'est l'indépendance du sultanat de Zanzibar. Et en 1964, la République de Tanzanie est créée avec la fusion du Tanganyika et de Zanzibar. Et plus près de nous, 2015, John Magufuli devient le 5e président de la République tanzanienne. Alors, pour la petite histoire, il se fait appeler Tinga, le bulldozer, simplement pour vous dire que c'est un monsieur qui muselle la liberté d'expression. Mais bon, fin 2020, donc très bientôt, il y aura de nouvelles élections et peut-être un nouveau président. On en arrive à un bref aperçu économique avec le sous-sol de la Tanzanie qui est riche en or, en diamants et en nickel. Un taux de croissance en moyenne de 7% l'an depuis une quinzaine d'années. Et malgré ça, c'est toutefois un pays qui est resté largement sous-développé et rural, avec une économie axée sur l'agriculture et l'industrie minière. Donc dans ces conditions, évidemment, le tourisme est une source importante de revenus, avec des atouts majeurs. On en a parlé, son littoral et ses belles plages. Le Kilimandjaro, qui est une icône incontournable du trekking. Ses réserves animalières parmi les plus grandes d'Afrique, la présence des plus grands lacs du continent, des tribus parmi lesquelles évidemment les Maasai, et son climat chaud et ensoleillé toute l'année, plus tempéré sur les plateaux et plus humide sur la côte. Et enfin, le commerce marchand représente également une part importante de l'activité, tradition qui remonte à l'Antiquité, dont Zanzibar était la plaque tournante. Et le pays exporte le clou de girofle, le coton et du thé. Et on arrive à quelques informations complémentaires. La langue, le pays possède 2 langues officielles, le swahili et l'anglais, à savoir quand même que les nombreuses tribus, les nombreuses ethnies utilisent leur propre langue. La religion, un bon tiers de la population est de confession musulmane, le reste de confession chrétienne ou de croyances animistes, hindouistes et probablement autres. Les transports se font essentiellement par voie terrestre. Il y a très peu de routes goudronnées. Je pense que notre ami Gary va nous en parler aussi. Et la plupart du temps, donc, les transports se font sur des pistes. Le rail existe, il relie en fait la côte à l'intérieur du pays. Et enfin, la compagnie nationale Air Tanzania dessert les principales villes du pays et compte 3 aéroports internationaux, à Dar es Salaam, donc sur la côte, à Arusha dans le nord et Zanzibar. Enfin, la faune sauvage qui représente environ 4 millions d'animaux, dont les célèbres Big Five, les grands mammifères que vous voyez en photo sur la feuille, qui ont été chassés à outrance et qui ont été popularisés dans le livre d'Ernest Hemingway, Les neiges du Kilimandjaro. Et on arrive donc à la fin, la culture, largement influencée par la culture swahili qui est commune à toutes les 6 États des côtes de l'Afrique de l'Est. En fait, c'est un mélange de traditions tribales avec des influences européennes, arabes, perses, indiennes et asiatiques. L'architecture, essentiellement d'inspiration arabe avec tous les éléments de décoration de style arabe. L'artisanat, travail du bois, travail du cuir. Donc le bois, on en fait beaucoup d'objets. Le cuir pour faire des bijoux, des objets usuels. On trouve aussi des paniers tissés et des tissus imprimés qu'on peut acheter sur les marchés ou chez les artisans. La cuisine enfin, et ce sera donc le dernier élément, typiquement africaine, avec des influences anglaises, arabes et surtout indiennes. Les plats sont rehaussés par toutes sortes d'épices, poivre, curry, clous de girofle. Mais évidemment, la gastronomie est fonction de la région. Donc, sur la côte et dans les îles, par exemple, on trouve des plats avec des apports indo-arabes où les épices et le lait de coco sont omniprésents. En revanche, à l'intérieur des terres, les plats sont plutôt d'influence africaine à base de riz, de manioc ou de maïs. Et je terminerai avec le gingembre, qui est l'un des symboles culinaires de la région, le clou de girofle, qui a participé à la fortune du sultanat de Zanzibar, la lime, qui est d'usage ancien dans la région, et la cannelle, qui est abondante localement. Et je termine en passant la main à Kevin.
Merci Muriel pour cette présentation générale de la Tanzanie. J'espère ne pas avoir été trop longue. Non, non, c'était très bien, ça nous donne un aperçu. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail. Alors, il faut savoir que chez Explorator, on a plusieurs voyages en Tanzanie. On en a un premier, c'est le A131, Vie sauvage, qui dure 10 jours. Il présente plutôt les principaux parcs du nord du pays, dont tu as parlé, Muriel. On va dire que c'est un circuit assez classique, mais pour une première approche de la Tanzanie, c'est très bien. Et il y en a un qui sort d'un peu plus des sentiers battus. On va en parler tout de suite avec Gary, c'est le A245, qui se concentre plutôt au sud. Et donc, Gary, je te laisse nous en parler. À toi. Alors, bonjour tout le monde. Je vais partager mon écran pour ceux qui peuvent lire. Voilà. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui. C'est bon. Donc, bonjour à tous. En effet, je m'appelle Gary. Donc, moi, j'habite à Arusha, exactement, sur les parcs du Nord. Muriel en a parlé tout à l'heure. C'est là qu'il y a l'aéroport international de Kilimanjaro Airport. Arusha, c'est la capitale touristique du pays. C'est là où tout le tourisme est concentré et c'est là qu'il y a tous les réceptifs et les tours opérateurs. Donc, c'est vraiment le pôle touristique d'où partent tous les safaris. C'est juste à côté du Kilimanjaro et à côté du cratère Ngorongoro. Donc, en ce moment, en période de Covid, forcément, on est un peu rentré dans nos maisons respectives. Donc, moi, j'habite en ce moment en France, en attendant que ça reparte. Donc là, c'est reparti depuis maintenant le 1er juin. Les touristes sont revenus à petite échelle, hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de voyages qui ont été reportés. Et puis là, depuis que le test PCR n'est plus obligatoire, il y a beaucoup plus de gens qui viennent en Tanzanie. Et ça fait un des parties des pays d'Afrique qui ont rouvert leurs portes assez rapidement, leurs frontières aux touristes. Donc, c'est bien pour tout le monde. Et puis, on espère que l'épidémie va vite se calmer. La fiche pays de la Tanzanie, donc la Tanzanie, vous avez vu avec Muriel pas mal de choses. Je vais essayer de compléter un petit peu avec ça. Donc, c'est à peu près ça dépend des compagnies aériennes que vous allez prendre, mais c'est à 10-12 heures d'avion depuis la France. Il n'y a pas de vol direct qui viennent en Tanzanie. Il faut forcément faire une escale, soit par Addis Abeba, soit par Doha, soit par Nairobi, soit par KLM, donc par Amsterdam. Il n'existe pas encore depuis la France de vol direct, donc c'est toujours un petit vol avec une petite escale en fonction des compagnies que je vous ai dit. Donc ça, voilà. Les plus du pays, en ce moment, c'est la stabilité politique. Même si Magufuli, il serre un petit peu la vis, notamment à pas mal de compagnies et multinationales et locales, il taxe énormément les gens. Il y a beaucoup de répression à ce niveau-là, comme l'a dit Muriel. Maintenant, ce qui fait aussi que c'est un pays qui est très stable politiquement. C'est un pays démocratique. Il y a très peu de corruption. On en trouve, mais à des niveaux, j'allais dire, pas pire qu'en France ou qu'en Europe. Donc, c'est ce qui fait que c'est un pays très stable. Les mélanges ethniques et les religions, c'est aussi un point fort du pays, c'est-à-dire qu'il y a plus de 120 ethnies qui s'entendent. Et il y a également, comme l'a dit Muriel, pas mal de religions différentes. Et on a vu avec cette richesse culturelle, ça fait que les gens s'entendent bien entre eux déjà depuis des décennies. Il y a eu beaucoup de colonies allemandes, portugaises, omaniques et puis britanniques avec toute leur influence, ce qui fait en fait que les gens, ils sont pas rattachés à une religion, à une politique, ou à une ethnie, ou à une colonie. Voilà, ce qui fait que le pays est dans son ensemble complètement stable. Les seules troupes que vous trouverez, c'est par rapport vraiment aux frontières. Par exemple, quand il y a eu les exodes ruraux, l'exode en tout cas des Burundais qui sont venus se réfugier en Tanzanie. Donc forcément, la Tanzanie a été terre d'accueil et a dû créer des camps de réfugiés. Et en fait, c'est ces zones-là, maintenant, ils ne savent pas trop quoi en faire. Donc, c'est vraiment sur les frontières qu'on trouve un petit peu des points rouges où on n'a pas grand-chose à y faire. Mais en tout cas, c'est un pays qui est stable. Le plus du pays, c'est une diversité de paysages. Muriel l'a dit, nous, on va faire un focus sur la partie sud, mais c'est vrai que tout le pays, on a de la montagne, on a un 6000 mètres, on a les plages désertiques, on a les plages de Zanzibar qui sont super de l'océan Indien, et on a une richesse de faune et flore abondante, notamment aussi par un gouvernement qui serre la vis au parc, qui gère très bien les parcs et qui, avec des rangers qui font vraiment un anti-poaching, donc un anti-braconnage, qui est assez, en tout cas, reconnaissant les tours opérateurs leur sont pas reconnaissants du travail qu'ils font.
Voilà. Bien sûr, il y a du braconnage, ça existe, je ne vais pas vous cacher la vérité, mais très franchement, tout ce qui est dans les parcs et tout, c'est quand même assez bien et surtout très répressif. Par rapport, quand vous allez venir sur place, vous allez être accueilli par des guides locaux. Tous nos guides sont francophones, c'est-à-dire qu'il y a un guide qui fait chauffeur-guide, il n'y aura pas deux personnes dans votre 4x4. Tous nos guides sont francophones, ils parlent, comme l'a dit Muriel, anglais et swahili. On a quelques guides de différentes ethnies, comme les Maasai, les Chagas, tout ça, mais tout le monde, en tout cas à Arusha, parle le swahili. C'est vraiment dans les petits villages qu'on ne parle pas le swahili, qu'on ne parle pas l'anglais, mais toute cette région-là a été, j'allais dire, a subi une éducation. L'école est obligatoire à partir de 5 ans en Tanzanie. Donc, en fait, on se retrouve avec un niveau scolaire qui permet de parler, qui permet en tout cas de scolariser, de parler la langue et d'avoir des formations qui soient à la hauteur de ce qu'on attend. Donc, on a des guides qui sont qualifiés, qui suivent des formations souvent assez poussées. Alors, ils parlent le français parce qu'ils accompagnent beaucoup de Français, mais la plupart, ils parlent aussi espagnol, italien, il y en a qui parlent allemand. Ils sont multilinguales et ils sont beaucoup plus en avance sur nous à l'école, par exemple, que nous les formations qu'on a sur les langues. Donc, tous nos guides seront francophones, expérimentés en bouche parce qu'ils ont une connaissance parfaite de la faune et de la flore, mais également de leur 4x4. Ils suivent une grosse formation mécanique et ils sont capables de démonter un 4x4 au milieu du bush. C'est très important parce que, comme l'a dit Muriel, il y a beaucoup de… Alors, il y a des temps de route qui peuvent être plus ou moins longs en fonction de notre envie de découvrir le pays, de nos arrêts photos et de la richesse qu'on va rencontrer pendant notre trajet, mais aussi parce qu'il y a aussi des pistes. Il y a souvent des pistes. Donc, forcément, qui dit piste dit qu'il y a beaucoup plus de secousses et on a des 4x4 qui peuvent avoir des petits problèmes mécaniques. Voilà, notre flotte de véhicules, en tout cas, est récente, ce qui permet d'avoir moins de l'entretien suivi, des 4x4 en meilleure qualité et on n'a quasiment pas du tout de problèmes mécaniques où on a une perte de safari, de temps dans Safari. Tous les véhicules sont équipés Safari, c'est-à-dire on se met à la place du client. Si vous avez, par exemple, vous êtes photographe et vous spécifiez à Kevin que vous êtes photographe, on peut vous mettre des sacs de riz pour pouvoir poser vos appareils. Si vous voulez être protégé du soleil ou que vous voulez avoir une vue panoramique, on a deux types de toits, soit des toits avec le toit ouvrant qui se pose au-dessus, c'est-à-dire qu'on peut se protéger de la pluie et du soleil. C'est souvent les 4x4 qu'on utilise au mois de novembre, par exemple, ça va être votre cas si vous venez là, ou au mois d'avril-mai, parce qu'il y a plus de pluie et plus d'averses. Donc, on privilégie ces toits-là. Mais sinon, en plein été, on privilégie les toits qui sont complètement ouverts, donc qui permettent de faire des photos à 360 degrés autour du 4x4 et on n'est pas embêté par les petits montants des toits. Ensuite, l'intérieur du 4x4, il est dessiné soit pour être 5 places maximum, soit 7 places. On a deux types de véhicules, soit des châssis courts, soit des châssis longs. Elles sont toutes équipées de radios, de téléphones. En fonction des zones où les 4x4 vont aller, on peut avoir des téléphones satellites. Je prends le cas, par exemple, des zones du Nord. Des fois, il y a certains circuits, quand vous êtes vraiment, on sait qu'il n'y a pas de réseau téléphonique, on donne un téléphone non plus GPRS, mais un téléphone GPS qui permet d'avoir une connexion satellite 24 heures sur 24 avec la base. On a des toits ouvrants, comme je vous l'ai dit. C'est des sièges individuels. On vendra toujours un siège avec vue fenêtre et des fenêtres donc, qui s'ouvrent. Vous ne serez pas cantonné au milieu derrière. La place derrière au milieu que vous voyez sur la photo en bas à gauche, c'est la place en ce moment pour la glacière. Alors des fois, ça nous arrive de vendre cette place et de mettre un siège à la place de la glacière. Si vous faites une demande spécifique à Kevin, vous êtes 8 et vous voulez absolument voyager à 8 dans le véhicule parce que c'est la même famille. Donc dans ce cas-là, on vous compresse là-dedans. Vous êtes au courant qu'il va falloir diminuer vos sacs et puis on vous laisse la place et on enlève la glacière. La glacière, on la place devant à côté du chauffeur. Donc, des sièges avec vue fenêtre obligatoirement quand vous serez sur un regroupé. Une glacière à l'arrière. En fonction des véhicules, les derniers, c'est même plus des glacières, c'est des frigos carrément qui sont connectés sur la batterie avec 1 litre d'eau par jour par personne. En général, on prend des cartons à la base à Arusha et voilà, c'est 1 litre, 1 litre, 1 litre et demi, 2 litres. On n'est pas trop regardant sur le litrage d'eau. Sur les nouveaux véhicules qu'on a, vu qu'on est quand même pour l'écologie, c'est plus des bouteilles d'eau qu'on distribue, mais c'est des grosses bonbonnes d'eau. Et on a quand même 25 4x4 qui sont équipés de ces bonbonnes d'eau et vous venez avec votre propre gourde que vous réutiliserez. Donc, il y aura dans la fiche technique explorateur marqué qu'il faut venir avec votre propre gourde, sinon vous aurez un gobelet sur place. Mais en tout cas, c'est une bonbonne d'eau que nous, on recharge sur place
ça évite le gaspillage de plastique sur place. Des paires de jumelles dans tous les 4x4, des panoplies de cartes sur les parcs, et surtout, ce qui est très important, en plus des livres sur la faune et la flore, c'est que vous avez des prises de courant dans le 4x4 où vous pouvez recharger vos batteries, vous pouvez recharger vos téléphones. Si vous prenez des photos avec vos téléphones, vous pouvez recharger votre caméscope si vous avez encore des caméscopes. Donc voilà ce que comprend le package véhicule équipé Safari. Donc avec tout ça, on ajoute le sourire du chauffeur local, donc tanzanien, Swahili, et qui parle bien sûr français. Pour revenir plus spécifiquement sur votre programme, donc ça, c'est les 4x4, que vous soyez dans le nord de la Tanzanie sur un programme sur mesure ou dans le sud, c'est le même 4x4, c'est la même formation de chauffeur, on partira de la même base. Voilà, maintenant ce qui va changer, au nord, vous avez vu, donc il y a le Serengeti, Ngorongoro, Kilimanjaro, ça c'est les parcs du nord, on va dire c'est les plus marketés, c'est les plus vendus, c'est les plus touristiquement connus. Le sud est de plus en plus connu parce que les gens souvent cherchent plus de nature, plus de calme, moins de structures touristiques grosses. Voilà, il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de Serena, Sopa, qui sont des grandes chaînes d'hôtels. Dans le sud, il n'y en a pas. Il y a beaucoup de petits camps exclusifs ou des choses comme ça, ou des gens qui ont rêvé l'Afrique et qui sont allés construire leur lodge un petit peu isolés des gros hubs touristiques. Donc, le sud, vous allez voir sur la carte de droite, donc c'est tout ce qui est entre Dar es Salaam et le sud de Dodoma. Sur la carte de gauche, on voit bien Mikumi, Selous, Udzungwa et Ruaha. Et puis, on les a sur la carte de droite en gros plan. Donc, en gros, les étapes que je vais reprendre après en détail, c'est on part de Dar es Salaam. Ensuite, arrivé donc à Dar es Salaam International Airport, on fait une nuit au bord de la mer pour pouvoir récupérer tout le monde. Et ensuite, la voiture part pour le Selous. De là, on fait 2 nuits à Selous. On remonte. Alors, Morogoro, c'est un fond de vallée. Enfin, c'est un passage obligatoire. C'est une route très. Il faut savoir que la route de Dar es Salaam, Morogoro, jusqu'à Iringa, qui est à l'entrée du parc de Ruaha, c'est là qu'ont lieu tous les transits pour le Malawi. Donc, il y a beaucoup de camions sur cette zone-là. Donc là, Dar es Salaam, Selous, Morogoro, on n'a personne. Et puis quand on arrive à Morogoro, on arrive sur la route nationale de Mikumi où là, il y a beaucoup de camions express. Donc on va traverser la vallée, on va aller à Udzungwa. Et Udzungwa, on va voir ce que c'est. Et ensuite, on va sortir à l'ouest sur Ruaha. Donc on fait d'est en ouest. Et ensuite, on refait la route principale jusqu'à Dar es Salaam. Donc là, on la fera d'un trait le dernier jour. Les étapes principales. Alors, je ne vais pas prendre tout le programme parce que vous l'avez en détail, vous l'avez accessible, vous l'avez sûrement sous les yeux. Mais en gros, les points forts du séjour, c'est déjà une première nuit à Dar es Salaam. Dar es Salaam, alors le Dar es Salaam économique, la presqu'île de Dar es Salaam, c'est là qu'il y a toutes les firmes multinationales, de Total en passant par tous les autres. Donc, ce n'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est en effet les zones marines qui sont au sud, ou Bagamoyo qui est au nord, ou là, le Méditerranéo qui est au nord, qui est très sympa. C'est des plages qui sont désertiques. Hein. C'est comme les plages de Zanzibar. Donc voilà, à Dar es Salaam, vous allez dormir au Méditerranéo, qui est assez couru par les expats le week-end, il ne faut pas le cacher, ou même les locaux qui vont là-bas, parce qu'il y a une piscine, on y mange très bien, il y a une très bonne carte. Il y a un petit bar de plage qui est très sympa, la plage est propre. Et puis, on a un petit peu un endroit des paysans, ça nous sort un peu de Dar es Salaam, où c'est quand même une ville à la plage. C'est un peu comme Rio, quoi, de Janeiro. Ça bouge tout le temps, Dar es Salaam. C'est la plage qui est sur la ville, et c'est vrai que ce n'est pas agréable. Donc, en montant 15 km au nord, on arrive à trouver des plages complètement désertiques et des petits bungalows avec des petits lodges sympas. Donc, la première étape, c'est une étape océan Indien. À côté, il y a un petit village de pêcheurs. Si vous êtes lève tôt le matin, que vous voulez aller voir, c'est très sympa. Le lendemain, on se lève assez tôt parce qu'on va devoir traverser à l'ouest. D'abord, on va longer la côte, on va traverser Dar es Salaam, on va traverser le bac de Dar es Salaam presqu'île, enfin Dar es Salaam nord et Dar es Salaam sud. On va traverser sur à peu près 1 heure, on va longer la côte et là, on va rentrer dans les terres au sud, on va dire, au sud de Dar es Salaam pour entrer sur Selous. Là, on va, après quelques heures de route, on va arriver le long de la rivière Rifugee et c'est là qu'on va trouver notre lodge. Le premier après-midi, et c'est vraiment un plus de ce programme, c'est que vous allez être directement en confrontation avec la faune et la flore. Vous allez remonter le fleuve en bateau. Donc, on va voir tous les animaux qui vont s'abreuver le long de la rivière, mais on va aussi voir tous les animaux qui vivent dans la rivière. Donc, c'est-à-dire les hippos, les crocodiles,
les poissons divers et variés. On peut rencontrer des pêcheurs, on peut rencontrer alors, des pêcheurs à pied, hein, ça existe bien sûr, il y en a beaucoup qui sont à pied d'ailleurs, et quelques-uns qui s'embarquent. Mais bon, ça vous permet, vous, si vous êtes, comment dire, si vous avez envie de approfondir ces moments-là, vous pouvez complètement les approfondir avec votre guide, avec votre guide, pardon, et puis parler aux pêcheurs et puis rencontrer un petit peu plus ce qui vous intéresse. Je dis ça parce que, par exemple, pendant la route de Dar es Salaam à Selous, vous pouvez être épris d'amour pour un village. Le guide, si vous avez envie de vous arrêter au village pour visiter le village, pour rencontrer des habitants, pour cueillir des noix de coco dans un arbre ou pour déguster de l'alcool de banane, de la bière à la banane, par exemple, c'est complètement possible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas toutes ces étapes de tronçon, de trajet, le guide, il n'est pas fixé. Il n'est pas fixé d'une heure, il n'est pas fixé. Il est fixé d'un trajet et après, il s'adapte complètement à vos envies et à vous, ce que vous voyez de votre voyage. Alors, c'est sûr qu'il va falloir compiler parce que s'il y en a un qui est plus église et que dès que vous voyez une église, vous vous arrêtez, il va falloir que les 5 du 4x4 ou les 6 du 4x4 veuillent visiter l'église. Mais si tout le monde est d'accord pour visiter les églises, vous pouvez faire toutes les églises de la route, il y en a plein. Vous pouvez faire tous les petits villages, vous pouvez faire tous les marchés locaux, il y en a aussi souvent. Voilà. C'est juste pour vous dire que le guide, il est là pour le groupe, il est là pour le 4x4. Voilà, imaginons qu'il y a deux 4x4, ça peut être deux 4x4 qui font un petit peu des thèmes différents. Le tout, c'est de passer la route le mieux possible et le plus agréable pour tout. Et que c'est exactement la même chose quand vous faites la sortie en bateau. Le pilote de bateau fera sa petite virée. Mais si vous voulez, je ne sais pas, vous arrêter pour marcher parce que vous avez vu quelque chose, si c'est sécurisé et que c'est balisé par un ranger, il n'y a aucun souci. Donc ça, c'est la partie Selous. Bon, alors Selous, il y a aussi plein de choses hein, sur la faune, la flore. C'est une grosse migration d'éléphants aussi, le Selous, un petit peu comme le Tarangire qui va en Amboseli. Les éléphants d'Amboseli au Kenya redescendent au Tarangire sur certaines périodes sèches. Et ben, le Selous, c'est pareil. Le Selous a lui-même, en fait, dans le Selous, il y a une migration d'éléphants entre le nord et le sud. Il faut savoir que nous, ce qu'on va voir au Selous, c'est la partie nord qui est réservée l'autre partie, c'est conservation. Et la partie nord, c'est réservé pour les touristes pour faire du safari photo. L'autre, c'est anti-braconnage et réserve privée. Donc, nous, on sera cantonné à la partie nord et la partie nord du fleuve Rufiji. Ça fait quand même de quoi faire deux belles journées de safari. Et donc, c'est là qu'on peut aussi avoir la chance de rencontrer les rares rhinos noirs qui restent en Tanzanie. Donc, ça, c'est la partie Selous, la rivière, les rhinocéros et les éléphants. Il y a énormément de flore, baobab, acacia, il y a énormément de girafes aussi. Et voilà, c'est une région qui se ressemble un petit peu aux plaines du Tarangire avec énormément de baobabs qui sont gigantesques. L'étape qui est très intéressante, quand vous allez quitter le Selous, vous allez faire de nuit au Selous, après vous allez traverser sur Mikumi et retrouver l'axe de Mogomoro. Là, par contre, vous allez traverser des villages de montagne. Là, encore une fois, c'est une étape qui n'est pas quantifiable. De porte à porte, on va mettre 4 heures. Mais si vous avez envie de rencontrer des villages, alors là, il y a beaucoup de rivières, il y a beaucoup de cours d'eau, il y a beaucoup d'animations autour des cours d'eau. Ça fait des super reportages photos. Souvent, les gens, ils mettent plus de temps sur cette partie-là parce qu'il y a des villages de montagne. Alors, c'est des Chagas aussi qui sont là. C'est pas des Maasai. C'est une ethnie qui est très particulière de la montagne. C'est les Chagas de montagne. Mais ils vivent vraiment dans la montagne. C'est-à-dire qu'ils sont toujours un peu perchés. Ils sont rarement près des routes. Ça fait qu'on trouve des villages perchés. On trouve des villages qui sont à côté de la rivière. Donc voilà. Leurs poumons, eux, c'est l'eau, c'est les cultures, c'est l'irrigation, c'est tout ça. Donc, c'est très intéressant et à photographier et à discuter et à comprendre un petit peu leur truc. C'est surtout au niveau paysage, le matin très tôt, lever de soleil fantastique. Bon, là, pour le coup, vous ne serez pas au coucher de soleil parce que le coucher de soleil, vous serez déjà de l'autre côté de la vallée. On redescend sur la vallée et sur la vallée de Mikumi, là, vous allez pouvoir faire l'après-midi. Donc, vous allez arriver, vous allez manger au lodge. Vumai Lodge, c'est un super petit lodge qui est niché sur la montagne, où on voit toutes les plaines. On a de la chance de pouvoir avoir des animaux qui viennent sur le lodge, même si on est en dehors du parc. En Tanzanie, les parcs ne sont pas fermés, c'est-à-dire que les parcs sont ouverts. Les animaux peuvent très bien traverser les routes, aller jusqu'à dans une ville, tout ça. Donc là, quand on a un lodge qui est en bordure de parc, il n'y a pas de frontière entre le parc et le lodge. Et quand je dis frontière, il n'y a pas de clôture, il n'y a rien du tout. Donc les animaux peuvent venir. On va voir tout à l'heure qu'il y a un lodge qui est assez sympathique parce que les animaux viennent s'abreuver sur le lodge. Donc là, c'est pareil. Vous allez manger, petit point de vue sur la faune et la flore. Et puis, ensuite, vous allez faire un safari au coucher de soleil à Mikumi.
De là, journée repos. Le lendemain matin, vous allez, journée, fin de soirée repos. Le lendemain matin, vous allez repartir encore pour l'ouest pour l'étape la plus intéressante, en tout cas en termes nature. C'est une découverte de la forêt d'Udzungwa. C'est un parc naturel, un parc national naturel qui est énormément alimenté par les eaux. Vous allez faire une marche. Alors, le lendemain matin, en partant de Mikumi, vous allez partir très, très tôt pour faire un lever de soleil dans le parc de Mikumi. Quand vous aurez fait le lever de soleil, vous reviendrez au lodge, vous mangerez, petit déjeuner, et ensuite vous repartirez pour 3-4 heures de route jusqu'à Udzungwa. Vous avez 2 heures de route à peu près. C'est une route nationale, on va dire. C'est une 2 voies qui roule très bien environ. Et après, vous allez attaquer les petits villages de montagne pendant 1 heure et demie, 2 heures, ça dépend du temps, ça dépend de l'état de la route. Il faut savoir que les routes, on les refait souvent après la saison des pluies. La saison des pluies, la dernière, c'était au mois d'avril. Donc là, on va être après les 6 mois. Donc, si vous venez le mois prochain, ça se peut que la route soit pas en meilleur état qu'au mois de mai, quoi. Mais en tout cas, c'est une région qui est très riche en montagnes, en cascades. Ça ressemble aux Alpes complètement, c'est-à-dire que c'est les mêmes cascades que dans les Alpes. Il n'y a pas de truc. On peut se baigner. L'eau ne sera pas forcément plus chaude ou plus froide qu'ailleurs. Elle est fraîche parce qu'elle sort de l'eau de source des montagnes. Vous allez grimper jusqu'à la cascade Saint-Gé. De là, vous pouvez vous baigner, vous pouvez prendre des photos. Il y a différents chemins de retour en fonction de vos dits. Donc, vous êtes toujours accompagné par un ranger. Il ne faudra pas être surpris parce que votre ranger est toujours armé. Parce qu'il y a des animaux. Il y a des animaux qui peuvent être là. Alors, vous n'allez pas voir forcément des guépards et des lions. Mais il y a beaucoup de singes, il y a beaucoup d'éléphants, il y a beaucoup d'herbivores, il y a beaucoup de zèbres, il y a beaucoup de gnous, il y a beaucoup d'animaux qui sont dans cette région, qui se promènent et qui ont le droit de vivre par là. Donc voilà, le petit lodge que vous avez là-bas, c'est un lodge de montagne. On ne va pas là-bas pour dormir dans le lodge ou pour avoir du grand luxe, du grand confort. C'est une nuit étape pour faire une route pour faire un arrêt entre Mikumi et Roa. Mais par contre, c'est un poumon d'oxygène, en tout cas pour la partie sud. Et encore, pour ceux qui aiment les belles photos, il y a vraiment de très très belles photos à faire sur cette région. Si vous tapez sur Internet ou Udzungwa, vous allez voir, il y a des super plans de photos, montagnes très sympas. Il y a des treks qui sont sur 5 jours, sur 6 jours, sur une semaine. Il y a beaucoup de trucs qui se font là-bas, qui ne sont pas du tout développés, mais il faut savoir qu'il y a de quoi faire des balades entre équipes. Donc là, vous avez juste une petite incursion sur les premières cascades, mais il y a moyen de faire beaucoup plus. L'étape, la dernière étape de ce programme qui finit par une touche positive, parce que certains disent que le Roa, c'est le Serengeti du Sud, c'est le deuxième plus beau parc d'Afrique, il y a un peu de tout qui dit sur le Roa. Voilà, c'est vrai que c'est un beau parc, il est alimenté, il vit au rythme de la rivière, de 2 rivières même. La principale qui est la plus connue, c'est la Roa. Donc on retrouve de la plaine irriguée qui est très riche en éléphants, hippopotames, crocodiles. Voilà. Et on va encore retrouver des baobabs. Alors, c'est pas du tout les mêmes paysages que celui-ci, hein. Rien à voir, mais on retrouve un peu la même biodiversité quand même. C'est beaucoup vallonné, très vallonné d'ailleurs, beaucoup de montagnes, mais pas des montagnes aussi profondes que le Udzungwa, mais c'est vallonné. Donc, on a beaucoup de singes, de babouins, des choses comme ça. Le lodge qu'on choisit quand on va là-bas, c'est un lodge qui est, comme vous avez vu, qui est dans la végétation, qui est sur pilotis. Il est sur pilotis pour plusieurs raisons, parce qu'il y a énormément d'éléphants, c'est un gros passage d'éléphants, et comme on a vu sur la photo, ils viennent très régulièrement boire l'eau de la piscine du lodge. Donc voilà, alors ça fait un petit attrait pour les clients, c'est super, donc on reste bien dans la tente sur son pilotis. Quand on vient manger, on est escorté par un garde parce qu'on reste quand même dans un camp permanent, mais on va dire un camp de bouche. Donc, il y a des règles de sécurité à être conscient. C'est-à-dire qu'on ne sort pas des tentes sans être accompagné par un guide quand il fait nuit le soir. Et puis le matin, c'est pareil. Il faut attendre que les gardes. Enfin, il y a toujours des gardes qui surveillent le camp et qui surveillent vos tentes toute la nuit, qui tournent et qui chassent notamment les félins. Mais aussi les éléphants, parce que c'est eux qui viennent démonter les tanks à eau, qui viennent boire dans l'eau de vos toilettes et des choses comme ça. Enfin, pas dans les toilettes, mais il y a des réservoirs qui sont faits pour les toilettes et des choses comme ça. Donc, c'est toujours des camps qui sont sécurisés, donc il faut faire attention la nuit. Il y a pas souvent des histoires, mais ça arrive des histoires en Afrique d'enfants qui disparaissent, des choses là. Voilà, c'est pas une légende urbaine, hein, ça existe. Voilà, il n'y a pas de crainte forcément sur ce lodge-là, mais je veux dire par là, voilà, c'est sécurisé la nuit, mais il ne faut pas aller prendre des photos la nuit parce que vous entendez un bruit ou des choses comme ça. Voilà pour la partie Ruaha.
qui est un concentré de… Voilà, c'est un vrai safari, comme dans les parcs du Nord en mieux. Et surtout, on est sur un hébergement au standing. C'est un camp de bouche, un camp de toile de bouche. Voilà, on appelle ça des camps luxe. Ça, c'est pour la partie Roua. Ensuite, dernier jour, donc jour 10, non, jour 11, vous allez rentrer tranquillement sur Dar es Salaam, soit pour prendre votre vol tard le soir, soit pour faire une autre nuit à Dar es Salaam, à Méditerraneo. Et là, on peut vous proposer une extension à Zanzibar. Soit une extension à Zanzibar, soit vous voulez visiter le nord et vous prenez un vol et vous allez visiter le nord, il n'y a aucun souci sur le sur-mesure que Kevin fait, il n'y a aucun problème, il peut vous ouvrir les portes du nord pour faire 2-3 jours au nord. Les liaisons Arusha Dar es Salaam, c'est quotidien, il y a plusieurs compagnies qui le font, c'est très facile à faire. Et puis les liaisons aussi Dar es Salaam Zanzibar, ça se fait en bateau, mais je ne vous le conseille pas parce que ça coûte aussi cher que l'avion et l'avion c'est beaucoup plus sécurisé. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent les bateaux, il n'y a pas de moyens de sécurité, il n'y a pas assez de gilets de sauvetage, donc on préconise quand même l'avion. Mais donc, petite extension à Zanzibar en avion, on prend le vol à Dar es Salaam, c'est 20 minutes d'avion, c'est des petits Cessna, c'est des 12 places, et on arrive sur l'aéroport de Staunton, qui est un aéroport international qui est situé, comme l'a dit Muriel, sur l'île d'Ujungwa. Mais par contre, c'est pas Zanzibar, c'est le nom en fait de l'archipel. Alors, on dit on va à Zanzibar, en fait, on va sur l'île principale, mais c'est vrai que Zanzibar, ça regroupe les 3 îles. Mais maintenant, Mafia Pemba, on n'en parle pas. On n'en parle pas dans le quotidien, quoi. On parle de Zanzibar. On fait en fait une seule île et un effet générique de 3 îles. Bon, c'est un peu une déformation sémantique. Mais bon, pour faire simple, on va à Zanzibar, sur l'île principale où la capitale de l'île est Staunton. Pour résumer Staunton, j'ai essayé de mettre 3-4 images, même s'il en faudrait plus. Mais en gros, Staunton, c'est, alors, comme l'a dit tout à l'heure Muriel, c'est tout ce mélange d'histoire. On va pouvoir visiter le phare au Portugais. On va pouvoir visiter une mosquée. À côté, il y a une église catholique. Derrière, on a des vestiges britanniques de l'empire, c'est même pas un empire d'ailleurs, de l'esclavagisme. Après, voilà, c'est très riche en culture. Il y a beaucoup de choses qui se mélangent. Il y a aussi, après, la culture de tout ce qui est les épices. Il faut savoir que c'est appelé l'île aux épices parce que, comme l'a dit Muriel, c'est une des plus grosses exportations, alors de clous de girofle, entre autres, mais il y en a plein d'autres qui sont exportés notamment sur l'Inde, qui ont été exportés pendant longtemps sur l'Inde et qui sont toujours exportés sur l'Inde et sur la Chine. C'est une île enfin c'est une ville en tout cas, où on va avoir l'esprit romanique avec la porte que j'ai mis en photo à gauche. C'est ce brassage multiethnique et multiculturel qui est très très riche. C'est-à-dire, on a des pubs, on a des bars, c'est très ambiancé, mais à côté de ça, on a une grosse empreinte religieuse. Mais on a aussi les marchés multiculturels. On a des marchés très colorés, on a du poisson, on a du bœuf, on a plein de choses. C'est l'Afrique, j'allais dire l'Afrique noire dans les marchés, mais c'est aussi là qu'on a une partie du Parlement, c'est aussi là qu'on a alors je ne sais plus comment ça s'appelle, ces grosses bâtisses, ou alors c'est des grosses églises comme il y a derrière, mais après donc c'est le musée national de Zanzibar qu'ils ont refait en musée, donc il y a aussi, on peut faire des musées, on peut faire plein de choses. Ça reste les rues, c'est très pittoresque, c'est des petites ruelles où on peut se perdre. C'est aussi la ville où a vécu Freddie Mercury pour ceux qui ont vu le film. Donc, on peut aller visiter la maison de Freddie Mercury. Voilà. Donc, ça, Staunton, c'est surtout, ça dit la journée, le matin pour le marché, la journée, on déambule dans les rues et le soir, on déambule dans les bars. C'est barbecue de poisson, c'est juste comme ça. Donc, c'est une ville qui bouge 24 heures sur 24. Ensuite, tout ce qui est océan Indien, c'est le côté carte postale. Alors, on y va à Zanzibar pour faire de la plage, pour faire de la farniente, pour faire du dos, c'est le bateau traditionnel à voile, là. Alors, c'est leur bateau de pêche, mais ils l'ouvrent aussi aux touristes pour faire une découverte d'une île. Alors, on peut aller visiter Prison Island, par exemple, c'est l'île où on était… C'était une prison, comme son nom l'indique, c'était sur une île, une prison où étaient transférés les esclaves avant d'être exportés en Inde. Donc, on peut encore visiter cette prison. On peut nager avec les dauphins au sud à Kizimkazi, comme l'a dit Muriel. On nage avec eux en pleine mer.
faut éviter d'y aller à 10 h le matin parce que tout ce Stanton y vaut. Mais si on y va le matin à 7 h, on sera les seuls dans l'eau avec les dauphins. On va au large, on les cherche et quand on les a trouvés, on saute avec eux dans l'eau, on essaie de les suivre. Voilà. Donc, on ne les perturbe pas parce qu'ils sont dans leur habitat naturel. On n'est pas dans une piscine, rien. Et on n'arrivera jamais à les toucher parce qu'ils vont trop vite pour nous. Donc, il y a la partie dauphins. Il y a la partie visite des fermes aux épices, tout ce qui est sur. Alors, on ne parle pas d'exportation, mais en tout cas, on marche dans des superbes fermes. Et là, au gré des rencontres, on déguste du poivre, des noix de coco, voilà, des choses comme ça, des coups de girofle. Et puis, ça peut durer une demi-journée. Ensuite, il y a toute la partie activité nautique, mer, donc sortie en bateau, dégustation de poissons sur une île déserte, des choses comme ça. Il y a tout ce qui est activité autour de la mer, visite coucher de soleil sur un dos, par exemple, traditionnel, dégustation aussi traditionnelle chez l'habitant. Enfin, il y a beaucoup de choses en fait sur Zanzibar. Il y en a un petit peu pour tous les goûts. Le culture historique sur Stanton, le sportif un peu sur l'océan Indien. Et puis après, ceux qui veulent un peu faire du farniente, il y a plein de lodges de différentes catégories. Donc, je vous ai mis une photo d'un lodge qui est complètement en prix complètement abordable. C'est des piscines privées qui donnent sur l'océan. Ou alors, c'est souvent les mêmes principes. C'est des bungalows qui donnent les pieds dans l'eau et le bungalow, on a les pieds directement sur le sable. Donc voilà, c'est l'esprit Zanzibar, voyage de noces, tout ça, qui est ouvert bien sûr à tout le monde. Donc ça, c'est Zanzibar. On peut le faire en deux nuits, on peut le faire en 3 nuits. J'allais dire, ça suffit pour revenir, surtout automne, pour revenir après au froid polaire français. C'est l'idéal de faire 2-3 jours. Voilà. Ça ne se compare pas avec les Seychelles, avec Maurice, mais par contre, quand on vient d'Afrique, c'est vrai, avant de revenir au froid, on fait 2-3 jours à Zanzibar, il y a moyen de faire le tour. Pour ceux qui veulent approfondir, on peut faire une semaine, mais très franchement, 2 nuits, 3 jours, c'est l'idéal pour repartir avec un peu de le teint mat. Voilà, ça c'est pour une extension Zanzibar. Ensuite, pour toutes les autres extensions que je vous ai dit tout à l'heure, soit en pré-safari, soit en post-safari, tout est possible. Kevin est là pour répondre à toutes vos questions, mais en tout cas, voilà, les grands focus qui me viennent comme ça à l'esprit, c'est ascension du Kilimandjaro pour ceux qui veulent le faire, mais c'est surtout vue du Kilimandjaro, si vous voulez, quand vous atterrissez à Kilimandjaro Airport, on peut le voir. La grande migration, le fameux Mara Crossing ou les Crossing River, c'est tous les Inuits qui font un rythme ancestral de traverser du Kenya jusqu'en Tanzanie sur un cycle quasiment millimétré chaque année. Donc ça, c'est possible. La grande migration, c'est en Tanzanie. Il faut savoir que 10 mois de l'année, la grande migration des gnous passe en Tanzanie. Eh ben, entre Ngorongoro, Serengeti, Natron, en tout cas la région nord, et ensuite elle passe que 2 mois au Masai Mara côté Kenya. Ensuite, elle revient. Donc la grande migration, même si tous les reportages animaliers sont faits au Kenya, il faut savoir que 80% du temps, la migration se passe en Tanzanie. Et la rivière Mara, d'ailleurs, descend en Tanzanie et se termine en rivière Rufiji, Grumeti. Voilà, c'est le Kilimanjaro, le Serengeti et le fameux cratère Ngorongoro, qui est une caldeira effondrée. Donc, c'est un cratère qui s'est effondré et qui a donné place à un écosystème unique en son genre, où les éléphants sont plus gros qu'ailleurs, où les phacochères sont plus gros qu'ailleurs, ça ressemble à des buffles, et où les buffles ressemblent à des éléphants parce qu'en fait, ils vivent entre eux. Voilà, c'est un petit peu le livre de la jungle, là. Voilà, le roi lion. Donc, et il faut savoir que dans cette caldeira, il n'y a pas d'éléphants parce que les contreforts sont trop compliqués pour remonter et descendre. Donc, en fait, eux, ils sont en dehors. Mais on trouve tous les animaux qui vivent dans un écosystème, on va dire, un petit peu protégé. Et où la loi de la jungle surgit parce qu'il y a quand même des lions, il y a des guépards, il y a des léopards. Voilà. Et le dernier petit focus, le petit coup de cœur et clin d'œil du Nord, c'est comme l'a dit tout à l'heure, on en a parlé. Olodo Lengai. Lengai, c'est la montagne sacrée des dieux Maasai. C'est encore un volcan qui est en activité. Alors, les Maasai n'ont pas de croyances religieuses. Eux, ils croient en une montagne qui est le Lengai. Et le Lengai est situé justement dans la région de Natron. Et je sais que Kevin propose un programme, je ne sais pas le nom, mais en tout cas un programme qui finit sur Natron. Et Natron, c'est vraiment le cœur des Maasai. C'est-à-dire que les Maasai, ils n'ont pas de papier, ils ne sont ni tanzaniens ni kenyans. Ni Kenyans, pardon. Ils sont entre les deux, ils n'ont pas de nationalité, ils ont le droit de vivre au sud du Kenya et au nord de la Tanzanie, sans papier, dans la région, notamment la région de Natron où il y a le Lengai. C'est aussi un lac endoréique où a lieu la naissance des bébés flamants roses chaque année. Il y a un documentaire qui est très bien fait qui s'appelle Les ailes pourpres. C'est un Disney Nature
qui relate la naissance d'un bébé flamant rose. Justement, il y a des super images donc ce lac pourpre, parce qu'en saison sèche, le lac de sel s'évapore et laisse place à une île de sel où viennent nicher les flamants roses. Et puis donc, l'anidation se fait là. Et donc, une fois que les petits bébés flamants roses ont éclos, c'est là qu'ils vont dans tous les lacs du rift africain. Donc, on les retrouve sur tous les lacs qu'a cité Muriel en Tanzanie. Et aussi au Kenya, Nakuru Lake est beaucoup connu pour les flamants roses, Baringo. Et après, pour aller plus loin, en Camargue, c'est là qu'on les retrouve aussi une partie de l'année. C'est souvent des naissances qui viennent des flamants roses migrateurs qui viennent de Tanzanie. Donc voilà pour la partie natron qui est très intéressante. Voilà, donc tout ce qui est invitation au voyage, je vous laisse voir avec Kevin il vous racontera autant que moi. Voilà, pour moi, j'ai fini ma petite présentation. Si vous avez des questions, vous avez la parole et je laisse la main à Kevin si j'ai oublié des choses. Je suis à votre écoute. C'était très bien, Gary, merci, ça donne envie d'aller en Tanzanie. Donc oui, là, tu as présenté le voyage à 245, plus sur le sud. On a aussi un voyage, donc, dont j'en parlais tout à l'heure, dans le nord, hein, le A131, d'une dizaine de jours avec le Serengeti, le lac Natron et le Ngorongoro. Et on a aussi un autre voyage qui est beaucoup plus long, 25 jours. Et c'est un tour très complet du pays, d'est en est, mais qui fait tout un tour comme ça. Donc, on a ces trois voyages-là. Et tu le disais, Gary, on peut évidemment s'adapter à votre demande, vous, chers clients, en proposant des voyages sur mesure, privatifs, notamment si vous voulez partir en famille, on peut vous proposer un circuit sur mesure, tout comme on peut faire des extensions ou des pré-tours, que ce soit Zanzibar ou ailleurs, à partir de nos circuits. Donc merci Gary pour ça. Les questions, on va pouvoir y venir. Tu me parlais du programme, vu que j'ai la main sur la souris, tu veux que je le reparle, celui-ci Oui, bah si tu veux, tu peux dire quelques mots sur le Vie sauvage. Là, il part d'Arusha, donc atterrissage à Kilimanjaro Airport qui est à l'est d'Arusha. Ensuite, on traverse le Ngorongoro. Ensuite, celui-là va au Serengeti, il traverse à l'ouest jusqu'au lac Victoria, jusqu'à Monza. À Monza, il redescend, il va passer par Kigoma, voilà, qui est ici. De Kigoma, on va aller à Gombe. Gombe, c'est une île qui est sur le lac Tanganyika. C'est un refuge qui est bien connu par Kevin de Jane Goodall. C'est sur une île où les chimpanzés vivent. Donc, on va sur l'île de Gombe, on traverse en bateau, on va la journée sur l'île de Gombe. On fait un tracking, comme on dit, on reste en présence avec les chimpanzés pendant, je crois, c'est 1 heure, je crois, ou 2 heures, je crois, maintenant. Et ensuite, on revient sur Kigoma, et ensuite, on redescend. On va faire une étape à Katavi, qui est ici, et là, on longe toute la périphérie tanzanienne. Et ensuite, on va retrouver par Mbeya, que je vois là, Mbeya, et ensuite, on retrouve la région d'Mbeya, et on redescend à Mbeya, voilà, j'y suis retrouvé. Kitulo et on remonte à Iringa pour re-rentrer dans le Ruaha et on finit en fait par le programme que je vous ai présenté avec Ruaha, Mikumi, Selous, Dar es Salaam. Je crois qu'il n'y a pas Ujungwa. Donc voilà, en gros, on fait vraiment le grand tour en 25 jours, je crois, ou 24 jours. Voilà pour ce programme que je viens de parler. 25 jours de France, enfin de Paris à Paris. Le prochain départ, c'est le 5 décembre. Pour ce circuit très, très complet. Donc, si on résume, un circuit de 10 jours sur le nord, un circuit de 12 jours dont Gary nous a parlé sur la partie sud, et le tour très complet de 25 jours. Donc voilà, et on s'adapte vraiment à votre demande. Donc, Gary l'a précisé, ce qui est très pratique pour la Tanzanie en ce moment, c'est qu'il n'y a pas besoin de test PCR. En tout cas, le pays n'en demande pas. Certaines compagnies peuvent en demander, mais on essaye si on peut vous faire voler sur des compagnies qui ne demandent pas le test PCR. Votre température sera prise à l'arrivée. Oui, Gary? Ah oui, j'ai oublié de parler de ça. Excuse-moi, Kevin. 4 depuis le Covid. Donc, on a des protocoles sanitaires sur place. Alors, je ne sais pas s'ils sont plus rigides qu'en France ou moins rigides, mais en tout cas, il y a un plexi qui est posé en permanence maintenant entre le chauffeur et les clients qui sont derrière.
Donc, en fait, il intervient ici. Donc, en ce moment, un client ne pourra pas voyager à côté du chauffeur, en tout cas dans les protocoles sanitaires. Donc, de toute façon, on ne les vend pas, ces places-là, mais en tout cas, voilà comment c'est fait. Donc, voilà, vous avez une prise de température à l'entrée dans les 4x4 et vous avez une prise de température à chaque hôtel. Voilà. À l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas de mise en quarantaine, il n'y a pas de choses comme ça. On est comme en France, ils ne vont pas vous prendre et vous mettre dans un endroit et vous cloisonner. Par contre, si vous avez de la température, on vous demandera de faire un test PCR. Voilà. Le temps que vous ayez la réponse, vous serez déjà rentré en France. Tout ça pour dire que voilà, c'est juste par prévention. Le masque est obligatoire dans tous les lodges où il y a les lieux, dans les lieux communs des lodges. Voilà. En ce moment, ce qui se passe concrètement, c'est qu'il y a tellement peu de gens dans les lodges qu'on ne risque pas de se rencontrer. Donc, bien souvent, les lodges laissent un peu faire parce qu'il n'y a personne. Donc, il n'y a pas très grand, il n'y a pas très grand monde. Il y avait un peu de monde au mois d'août. Là, en ce moment, on est en saison finalement creuse à cause du Covid. Donc, on verra à Toussaint comment ça se passe. Mais en tout cas, voilà, vous êtes assez tranquille. Mais en tout cas, les protocoles, c'est celui-là. Les 4x4, il y a du gel hydroalcoolique dans tous les 4x4 et dans toutes les arrivées des lodges. Et le port du masque obligatoire pour les chauffeurs et le plexi dans le 4x4. Voilà ce que je voulais dire sur la partie prévention, en tout cas, face au Covid. Oui, les mesures sanitaires, bah, tu as bien fait, Gary. Si on peut résumer, c'est que Explorator s'adapte à la situation, mais aussi tous nos partenaires, que ce soit donc nos prestataires sur place, comme Gary, notre assurance également. Je vais vous en parler juste après. Je vais reprendre la main sur le partage d'écran, Gary, s'il te plaît, pour vous parler du prix du voyage et de ce qu'il comprend. Donc là, c'est le voyage à 245 avec les prochains départs le 28 octobre notamment. Il y a déjà quelques personnes intéressées, donc il est en cours de confirmation. Il y a après décembre et puis 2021. Donc le prix de base, c'est 4 595 € si vous êtes entre 4 et 5 participants et 4 345 si vous êtes entre 6 et 7. Et concrètement, il comprend tout, hein. Vous avez les vols internationaux, vous avez tous les transports, les nuits sur lodge, camp de toile ou hôtel. On a vu ce que nous a présenté Gary. Vous avez tous les repas et l'eau minérale qui est prévue, avec aussi donc le guide chauffeur francophone et le droit d'entrée dans les parcs. Donc, il n'y a rien à rajouter, hormis le pourboire au guide et puis des petits souvenirs que voudrez vous rapporter. Voilà. Alors, concernant le Covid, l'adaptation au Covid, notre assurance aussi s'est adaptée. Ça veut dire que si vous prenez un voyage chez nous avec notre assurance, vous êtes couvert en cas de contraction du virus dans les 30 jours précédant le voyage. Vous pouvez annuler si vous avez le Covid et l'assurance vous rembourse avec les justificatifs médicaux, évidemment. Et si sur place, vous êtes amené, que ce soit en Tanzanie ou ailleurs, là c'est un peu plus général, vous êtes amené à contracter le virus, si finalement le pays ferme ses frontières une fois que vous y êtes, s'il y a une quarantaine qui est imposée, vous êtes vraiment pris en charge. On ne vous laisse pas, on n'a jamais eu l'habitude de vous laisser seul comme ça, mais encore plus dans ces moments-là où l'assurance vous prend en charge votre hébergement, vos frais d'hospitalisation et l'éventuel rapatriement. Donc vraiment, on s'est tous adaptés aux conditions actuelles et vous pouvez partir sans trop de soucis, sans penser à tout ça en tout cas. Voilà, Gary l'a dit, on peut vous proposer bien sûr la Tanzanie sur mesure aussi. Il ne faut pas hésiter à nous poser des questions. Et justement, si là précisément vous avez des questions sur la Tanzanie, c'est le moment. Il ne faut pas hésiter. Je vois Madame Philippe qui réfléchit. Peut-être a-t-elle une question. Alors, soit vous pouvez éventuellement ouvrir le micro. Alors, il faut cliquer sur activer le micro. Ou alors, sinon, en bas, il y a le chat, les discussions. Vous pouvez poser par écrit une question. N'hésitez pas, on est là pour ça. Alors, personne n'a de questions? Soit c'est l'heure du dîner, soit c'est que la présentation était bien. Ah, c'était complet, c'est peut-être ça. Pas de questions, c'était très clair, me dit Madame Potonnier. Voilà, c'est ça. Bon, après, si des questions vous viennent, vous pouvez toujours nous contacter, un Explorator, que ce soit par téléphone ou par mail. Donc, par téléphone, vous avez l'habitude, hein, c'est soit moi, Kevin, soit Sabrina qui vous répondront. Et si la question est vraiment très, très poussée, on
on demande à Gary sur place et qui pourra nous apporter toutes ces précisions. Donc, a priori, pas de… L'histoire, c'est Muriel, les questions. Voilà, en principe, oui. Muriel pourra parler de l'histoire de la Tanzanie, en effet. Voilà. Donc, pas de questions, messieurs, dames? Non. Bon, très bien. Bon, on va s'arrêter là. On vous remercie d'avoir été présent ce mardi en fin d'après-midi pour nous écouter. Sachez qu'il y aura d'autres réunions sur les différentes destinations. Tu parles de la fiche. Tout à fait, la fiche d'évaluation qu'on va vous envoyer juste après cette réunion, sûrement dans la soirée. Vous allez recevoir un mail avec une fiche d'évaluation donc à remplir pour nous dire ce que vous avez pensé de la réunion, éventuellement poser une question, et comme ça pourra nous permettre de nous améliorer pour les prochaines, parce qu'il y aura d'autres réunions comme celle-ci. On prévoit bientôt sur la Mauritanie la semaine prochaine. Ensuite, il y aura la Namibie. De toute façon, dès que les destinations seront ouvertes aux touristes, et notamment en français, on organisera des réunions comme celle-ci afin de répondre à toutes vos questions et de vous informer sur les circuits qu'on propose. Voilà, si Gary et Muriel n'ont rien à ajouter, on va conclure comme ça. Non, on va remercier tout le monde d'avoir été présent et de nous avoir écoutés. Tout à fait. Merci Gary de nous avoir accordé un peu de temps. Merci Gary. De rien. Bon courage à tous. Oui, à bientôt. Merci, à bientôt. Merci Bonne beaucoup. soirée à tous. Au revoir. Bonsoir. Bonne soirée. Bonsoir. Au revoir.